Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête, 16h03, Europe 1, appelez-nous tout de suite, 01 80 20 39 21, on est très heureux de vous retrouver entre 16h et 18h, on est très en forme, aujourd'hui, toute l'équipe, que ce soit d'Artigol, qui est dans sa calculatrice, il calcule là, ses prochains impôts quand ils vont être augmentés par Michel Barnier, voilà, et apparemment ça va douiller pour lui, hein. Merci d'Artigol, c'est pas bon pour vous. Il fait partie des 0,3. Exactement, Gauthier Lebray, qui fait partie des 0,3% dans mon cœur. Merci d'être là, Gauthier. J'aime bien ce monopole quasiment. Bien sûr, c'est un monopole, vous pouvez le dire. Valérie Benaïm est là. Bonjour Elle est tout le monde. splendide aujourd'hui, splendide. Écoutez, merci beaucoup. Ah vraiment, non mais je parlais du groupe. Non, vous êtes splendide. Et enfin, il est là, Fabien Lecoeuf, bonjour. Bonjour Cyril. Merci, bon ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Fabien, on l'adore. C'est très bien. C'est notre patte de lapin. Ah ouais. En plus, c'est exactement les mêmes proportions, j'adore. Merci Fabien, merci d'être là, je vous aime. Allez, Rima Hassan, on démarre direct l'émission. Ah oui. Il y a des auditeurs qui nous attendent. On rentre dans le dur direct, hein, Valérie Benaïm, vous connaissez ça. Non mais c'est vrai, vous avez fait une grande carrière, hein, Valérie Benaïm. C'est gentil ça. 45 ans de carrière, hein, attention. Enfin 30, c'est déjà pas mal. J'en rajoute 15. Allez, Rima Hassan menace des journalistes de BFM TV en direct à propos du conflit Israël-Hamas. Alors, on va écouter tout de suite cet extrait. Dites-nous ce que vous en pensez et doit-elle être sanctionnée? On va en parler juste après avec nos amis. C'est parti, on écoute ça sur Europe 1. Je me permets juste une toute petite parenthèse et puis je vais répondre à votre question. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovitz, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et c'est très très important pour moi de dénoncer ça à l'occasion de cette interview, parce que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet. Et j'espère que vous vous rendez compte quand même que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que média. Alors, donc c'était chez nos amis des grandes gueules que j'embrasse fort, je les adore en plus les deux. Donc ça, est-ce qu'on peut faire ça à l'antenne, sur une antenne, excusez-moi. C'est un petit peu la même méthode que Louis Boyard. Bah bien sûr, exactement, voilà. c'est la même méthode que Louis Boyard, on est d'accord. C'est incroyable ça, Gauthier Lebray. Maintenant, l'intimidation est devenue la marque de fabrique et la nouvelle stratégie de la France insoumise. Rima Hassan n'en est absolument pas à son premier coup d'essai. Elle faisait exactement pareil il y a quelques semaines contre TF1 quand Darius Rochebin interviewait Benyamin Netanyahou. En quelques minutes, elle rassemble 50 personnes. Elle se fait bloquer sur le périph' par les forces de l'ordre et elle veut aller devant la tour TF1 avec qui ? Tiens, avec Sébastien Delogu qui était aussi de la partie. C'était quoi le but d'aller devant la tour TF1 pour faire quoi ? Faire du buzz. Voilà, faire un coup de pression. Oui. Et s'ils croisent Darius Rochebin, ils font quoi ? Bah oui. Parce que après, c'est quoi l'étape qui suit ? C'est l'agression physique. Et d'ailleurs, Sébastien Delogu, qu'est-ce qu'il fait quand il va voter pour le président ou la présidente de l'Assemblée nationale et qui croise le Benjamin RN de l'Assemblée à la tribune de l'Assemblée ? Il lui met un énorme coup de pression, il fait quasiment tête contre tête. C'est pas un comportement de député, c'est un comportement de caïd. Donc maintenant, c'est des comportements de mafieux. C'est des comportements de mafieux, c'est des coups de pression, c'est de l'intimidation. Vous allez devoir rendre des comptes, c'est cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous aurez à rendre des comptes. Ça veut dire quoi ? Rendre des comptes à qui ? Comment ? Pourquoi ? Enfin, c'est incroyable ce sentiment à chaque fois. C'est-à-dire que on a quand même affaire à une députée européenne. Donc, non mais voilà. Donc il y a une responsabilité. Sa parole est une parole qui compte. C'est une parole importante. C'est celle de quelqu'un qui a été élu. Et elle utilise un vocable qui est un vocable guerrier, qui est un vocable de mise en cause. Vous aurez à rendre des comptes. 01 80 20 39 21, réagissez sur Europe 1 sur ce coup de pression de Rima Hassan. Monsieur D'Artigol, vous en pensez quoi ? Ne soyez pas étonnés, c'est la mise en place d'une stratégie. Comme il y a la bordélisation de l'Assemblée nationale, qui est une institution, il y a là la mise sous pression d'une rédaction interne. Je trouve d'ailleurs que BFM a très bien réagi en disant « jugez par vous-même ». Voilà comment nous traitons de cette information. Là, il y a débat. Je sais qu'il y a débat, mais je trouve que au final, BFM dit regardez, jugez par vous-même. Nicolas Taverneau a fait un très bon tweet. Pardon, Gauthier. Bravo, donc, Nicolas. Jugez par vous-même. Et les mélenchonistes veulent apparaître comme les anti-systèmes. Et dans ce système, ils mettent l'Assemblée nationale, ils mettent les médias pour apparaître véritablement comme le vote qui contestera tout ça. Alors que le RN, lui, était par le passé vécu comme un parti anti-système, alors que maintenant ils ont fait le chemin inverse. Merci. Il a fait quoi, Nicolas Taverneau ? Alors Nicolas Taverneau qui est maintenant patron du groupe. Exactement. Voilà.
Exactement. groupe auquel appartient BFM. Alors il y a eu deux choses. Il y a eu un communiqué de BFM au départ qui se justifie. La SDJ. Mais il n'y a pas à se justifier, même la direction, il n'y a pas à se justifier, il y a à condamner la mise sous pression de Rima Hassan et la tentative d'intimidation. Et donc, ce matin, dans un second temps, Nicolas Taverneau a fait un tweet pour une nouvelle fois défendre le travail de la rédaction, mais pour dire surtout que Rima Hassan n'avait pas à intimider ses journalistes comme elle le faisait. Et c'est ça le principal. Il ne faut pas se justifier face aux attaques de la France insoumise, il faut les condamner, c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabien Lecoeur? Moi, j'en pense que c'est des vieilles méthodes staliniennes. C'est-à-dire que si on se remet dans l'histoire, à partir des années 50, 60, c'était les pouvoirs de l'Union soviétique. Et c'était ça, en fait. On menaçait, il y avait un pouvoir central, il y avait une pensée unique, et il fallait absolument être dans la même en pensée. 53. Oui, mais c'est ça. Mais c'est stalinien pour moi. C'est les 50-53. Il faut quand même savoir. Pour lui, tout est court. Il faut quand même savoir, les amis, que François-Xavier Bellamy a porté plainte pour menace de mort contre Rima Hassan, parce qu'elle avait mis sur Twitter qu'il était encore soutien, comme elle le dit à chaque fois, du régime génocidaire israélien, et que s'il dormait bien, maintenant, ça n'allait pas durer. Trembler, elle avait mis trembler, vous n'allez pas continuer à bien dormir. Donc il a porté plainte. J'en sais rien, c'en est où? Vous savez comme ça peut prendre du temps, c'était il y a quelques semaines. Ça en est où? Ça va être long, ça vous inquiétez pas de l'ONU. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me regarde bizarrement de l'ONU? Tu regardes ce qui va... Moi, de l'ONU. Par contre, vous lui ressemblez. Non, c'est pas ça. Non, mais ça va. Bon, merci d'Artigol. Ça commence par un D aussi, donc ça va. Les chéris, vous réagissez 01 80 20 39 21. On prendra Aziz dans un instant et Lionel qui vont nous appeler. On parlera du lycée Sévigné de Tourcoing, toujours sous le choc après l'agression d'une prof par une élève refusant de tirer son voile. On a des infos, restez avec nous. Et c'est incroyable quand même. Il y a des élèves qui sont venus manifester contre la prof. Il y a une dizaine de profs. Et même des profs. Il y a une dizaine de profs. Attends, vous allez nous dire dans un instant. Qui ne soutiennent pas leurs collègues. Mais c'est incroyable. Mais je vais vous dire, moi j'aurais foutu tout ça dehors. Moi, c'est tout le monde dehors. Allez, les élèves qui manifestent, allez, plus d'école, terminé, dehors. Les profs qui soutiennent pas, dehors aussi. Allez, merci, tout le monde dehors. On repart à zéro. Mais moi, c'est comme ça. Et je vous dis, alors, j'aime bien cette méthode. Je sais, mais oui, mais vous savez pareil avec les chroniqueurs. Ça marche. Ça marche. Les chéris. Un député aussi interroge le président de l'Arcom au sujet de son choix de faire disparaître C8 et Énergie 12. Bartholomé Lenoir sera avec nous aux alentours de 17h15, juste après les infos de People de Fabien Lecoeur, puisqu'il faut bien qu'il soit là pour quelque chose. Et reste avec nous. Regard de flic, le livre hommage aux 180 000 policiers qui veillent sur les Français. On aura plein de questions à poser à Arnaud Repars, policier de la BAC, auteur du livre. Ça va être un grand moment. Ce sera aux alentours de 17h30 sur Europe 1. A tout de suite, mes chéris. 16h12, Europe 1, merci d'être avec nous. C'est Europe 1, c'est 16h-18h, c'est On marche sur la tête. Merci d'être aussi nombreux à avoir pris rendez-vous avec nous. Et nous, on a pris rendez-vous avec vous. On est bien content de vous retrouver tous les après-midi sur Europe 1. On parle de Rima Hassan. Rima Hassan qui a hier mis un coup de pression, qui a menacé des journalistes de BFM. Vous allez devoir rendre des comptes. Elle a dit, mais vraiment menaçant. Elle était énervée, la Rima. C'est son habitude. Rima, elle a fait le duplex pour ça. Elle était à feu et à sang. Vraiment. Elle a fait le duplex pour ça. Hassan. Oh là là. C'est excellent. Elle le dit plutôt avec le sourire. Elle le dit plutôt avec le sourire, c'est vrai. Bien sûr, vous intimidez avec le sourire, bien sûr. Bien sûr. Alors, Aziz est avec nous. Bonjour Aziz. Bonjour. Merci d'être avec nous Aziz. Très bien, on est très heureux de vous avoir sur l'antenne d'Europe 1. Vous nous appelez d'Île-de-France? Oui, de Melun. Melun, j'adore. Mais je suis à Melun ce week-end. Mais non. J'ai un tournoi de paddle à Melun ce week-end. C'est incroyable. Eh ouais. Bon, je viendrai voir. Alors. Mais sans rigoler, Aziz, je suis à Melun. Voilà, vous voyez, je suis tête de série 2. Donc, vous viendrez me voir. Ah ouais. Je jouerai aux alentours de. Je jouerai samedi après-midi, à mon avis. Les autres en vendredi. Mais bon, moi je sortirai samedi après-midi aussi. Aziz, alors, dites-nous ce que vous pensez de Rima Hassan. Ouais, mais je pense, moi personnellement, je suis pas LFI, je suis pas Rima Hassan, je peux pas l'encastrer. Mais par contre, vous tombez dans le panneau, vous. C'est le problème. Parce qu'on en parle. Parce que là, vous lui faites une publicité. Il a raison, Aziz. Il a raison, Aziz. Oui, les gars, attendez, elle l'a fait exprès. Elle a parlé, parce que personnellement, BFM, moi, je le en veux pas. Ça n'engage que le porte-parole de l'armée israélienne. Il a le droit d'aimer BFM, RMC, RTL ou quoi que ce soit. Là n'est pas la question. Mais vous avez raison. Vous avez raison, Aziz, on en parle trop. C'est vrai. Ils sont pour rien. Mais vous en faites là. Le résultat, c'est ce qu'elle voulait, elle. Bien sûr. Le résultat, elle se fait un superbe buzz, une belle pub. Alors qu'en fin de compte, ces gens-là, ils servent pas la cause palestinienne, c'est ça qui m'énerve. Mais c'est ça, exactement. Aziz, bon alors, parlons d'autre chose. Comment ça va, vous? Non mais il a tout dit. Personnellement,
Ça va très bien, ça va très bien. Non mais Aziz, vous avez tout dit, vous avez raison en plus, je vous jure. Voilà, il fallait pas en parler, il fallait parler du paddle, de votre tournoi ce week-end à Melun, c'était plus intéressant. Aziz, Qu'est-ce que vous faites chier avec une connerie pareille de dire Rima Hassan. Là, vous faites une putain de pub de dingue. J'adore Aziz, hein. Franchement Aziz, j'adore. Vous faites quoi dans la vie Aziz? Je travaille chez Orange. Moi. Orange, eh ben, très bien, bravo en tout cas, vous êtes très sympathique. Mais sérieux, faut pas en parler. Ouais, faut passer à autre chose. C'est vrai que... Je vais vous dire un truc, moi personnellement, oui, Aziz, en 80, les Arabes c'était les idiots utiles de Mitterrand, et là en ce moment, les musulmans ce sont les idiots utiles de Mélenchon. Oui, il a tout dit. C'est ça qui m'énerve le plus. C'est vrai. C'est que maintenant, voilà, ils ont ciblé un électorat, c'est les musulmans, c'est les gens qui soutiennent les Palestiniens. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre de la Palestine elle-même? On s'en fout complètement. Elle a qu'à verser la moitié de son indemnité à des Palestiniens. Non, c'est franchement... Voilà, c'est du foutage de gueule. Donc les pauvres Palestiniens me font de la peine parce que ils sont défendus par des bras cassés qui ne les défendent même pas. Ils ne servent même pas leur cause. Je suis d'accord avec vous. C'est ça qui est rageant. C'est un des peuples les plus instrumentalisés par tout le monde. Voilà, ils sont instrumentalisés, les pauvres. C'est terrible. Ouais. Je pense aussi aux Libanais, moi aussi. Hein. Vraiment, bien sûr. On en parle tous les jours. Voilà, donc ils ne servent pas la cause. Ils n'en ont rien à foutre. C'est leur électorat, point barre. Exactement. Et les autres, comme je vous l'ai dit, ce sont des idiots utiles. Il faut le reconnaître. Moi, j'ai mes amis, j'ai mes potes, ils votent tous LFI, ils ne savent même pas pourquoi. Oui, ils soutiennent le foulard, ils soutiennent les Palestiniens. Mais qu'est-ce qu'ils soutiennent? Ils soutiennent que dalle. Que dalle, ils n'en ont rien à foutre de la Palestine. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai, Aziz. Voilà, donc ils disent, voilà, on soutient le foulard, mais c'est pareil, ça aussi, c'est de la connerie. Ils ont pris les musulmans pour des idiots. Un ramassis d'électeurs, point barre. La preuve, si vous regardez bien, Mélenchon, quand on le présente, on distribue sa photo dans les quartiers populaires, mais quand c'est dans les campagnes, on enlève sa photo. Exactement. Voilà, c'est super d'eux. Donc, ils ne voyaient pas au-delà que du foulard ou de la Palestine. Oui. Moi, je suis d'origine marocaine, je suis d'origine marocaine, il n'y a pas un pays qui soutient la Palestine comme le Maroc, ou qui est pourtant pour les accords avec Israël. La preuve, c'est qu'ils ont normalisé. Exactement, c'est ça. Ils ont la bonne formule. Parce qu'encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Exactement. On peut vouloir la sécurité et la vie d'Israël, tout en voulant qu'il y ait un État palestinien qui vive sereinement à côté. Exactement. Mais je vais vous dire, il faut qu'il y ait deux États. Il faut qu'il y ait deux États, que les Palestiniens vivent très bien, et qu'Israël a le droit à sa sécurité aussi. Exactement. Clair et net. Les deux doivent vivre côte à côte. Les deux doivent vivre côte à côte. Les deux vivent côte à côte. Il n'y a aucun souci. Mais je vais vous dire, Aziz, c'est à cause de gens comme ça qui a des fins politiques, distillent des messages nauséabonds. Qui font qu'aujourd'hui on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et c'est vrai que c'est tellement instrumentalisé. Je vais vous dire, Mélenchon, Rima Hassan, Mélenchon, tout ça. Vous regardez l'électorat des LFI, les gars, discutez avec eux, ce sont des abrutis, vous pouvez même pas en parler, c'est impressionnant. C'est les gars, ils gobent tout. On augmente le SMIC, on défend les Palestiniens, ok, on va voter. Non, c'est... Aziz, moi je vois aussi beaucoup de musulmans qui votent LFI, qui me disent Cyril sont les seuls qui s'occupent de nous. C'est vrai. S'occupe de nous, ça veut dire quoi, s'occupe de nous? Non, ce sont les seuls à qui on fait croire qu'on s'occupe. Oui, mais c'est ce que me disent les potes musulmans. Cyril, ce sont les seuls qui se servent de toi. Je sais. S'occuper de toi, je suis désolé, tu te lèves le matin, tu vas bosser, tu payes tes factures comme tout le monde. Qu'est-ce que LFI va faire pour moi demain? Je sais, Aziz, mais moi je vous dis ce que me disent mes potes. Moi j'ai plein de potes musulmans qui votent LFI et qui me disent Cyril, moi je vote LFI parce que j'ai l'impression qu'ils me considèrent. Voilà. Ils communautarisent. On réduit un électeur à sa religion. Voilà. Au lieu de dire ce sont tous. Au lieu de dire tout le monde est français, et puis après la religion c'est chacun chez soi, ils disent lui est un électeur français et musulman. Mais ce sont les idiots utiles, je vous dis, qu'est-ce qu'ils font pour eux? Mais ils font quoi? Allez, vas-y, faire quoi? Mais je vous dis ce qu'on me dit. Bien sûr. Et je vous dis, voilà comment ils sont perçus. Eux, ils ont ciblé les mots qui font mouche dans la communauté musulmane. C'est le voile, défendre une fille voilée, et la Palestine. Point barre. Il n'y a que ça. Ça, c'est des mots qui font mouche dans la communauté musulmane. Tout de suite, elle est fille. Ils ne vont pas au-delà. Olivier Il fut un temps, les mélenchonistes évoquaient les questions de pouvoir d'achat, les questions de République, la question de l'eau, par exemple, qui est un enjeu international. Ils avaient des sujets. Aujourd'hui, ils font une campagne unique pour un vote ethno-religieux, réduisant un électeur à sa religion. Merci Aziz d'avoir... je suis désolé, les Français, les jeunes qui sont d'origine maghrébine, aux musulmans qui votent, il faut qu'ils votent pour leur intérêt, leur pouvoir d'achat, l'écologie, l'économie, il y a plein de choses. Pas me dire, oui, je défends une femme voilée, mais tu as envie de le défendre, tu défendras toute seule. Tu n'as pas besoin de la défendre. Merci Aziz. La Palestine, mais j'aimerais bien. Qu'est-ce qu'ils font pour la Palestine? Je suis désolé. Ils font quoi? Montrez-moi ce qu'ils ont fait. Rien, ils font rien. Voilà. Moi, j'aimerais bien que montre ce qu'ils font. Mais ils font rien du tout. Ils se montrent solidaires. Concrètement, ils ont fait quoi? Voilà, rien. Ils font du buzz. Ils font du buzz. Déjà, ils ne rendent pas service à la Palestine. Non, ils ne rendent pas service à la Palestine. Pas du tout, au contraire. Le tordu de Rima Hassan, je crois même d'ailleurs, elle n'est même pas palestinienne, elle est syrienne. Exactement. Elle arrive et se dit, tiens, je vais me faire un peu de belge, j'attaque les deux zigotos de Truchot et machin, là, Marshall.
Et ils sont tombés dedans, mais elle est maline. Oui, mais alors, dès le matin, je peux les comprendre, Truchot et Marchal, moi. Ça a été repris. Je les défends bien défendus, moi, je trouve. Ils se sont bien défendus. Bon. Après, merci Aziz. C'est pas de leur faute non plus. C'est la radio, c'est le porte-parole de l'armée israélienne, les soutiens, que voulez-vous qu'ils y passent, ça engage que sa parole à lui, ils y sont pour rien. Merci Aziz d'avoir été avec nous sur Europe 1. Allez, bon après-midi. Gros bisous à Aziz. Très sympa Aziz. Oui. Il est bon. Il est fort. Très fort. Oui. On a Lionel qui est avec nous. Bonjour Lionel. Oui, bonjour Cyril. Bon, moi, j'en profite pour réagir par rapport à ce que vient de dire Aziz. Aziz, lui, il a la profondeur d'esprit pour effectivement être critique par rapport à tout ce que dit comme bêtise les LFI et tous leurs porte-parole. Mais fondamentalement, ce discours-là, il porte. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, il faut le sanctionner juridiquement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser Mme Rima Hassan dire ce qu'elle dit sans qu'il y ait une impunité. Être une menace concrète vis-à-vis de journalistes, en les menaçant physiquement, en disant qu'ils auront à rendre des comptes. On est dans une sorte de guerre civile. On a l'impression qu'on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale où les gens vont devoir rendre des comptes sur leur position pour ou contre la collaboration, etc. C'est une criminalisation de l'opinion publique, de l'opinion personnelle. Il a raison d'ailleurs, parce que le vocabulaire qui est utilisé, c'est collabo, rendre des comptes, et c'est tout un vocable qui est comme ça, qui est un imaginaire. Moi, je trouve qu'une des choses qu'il faudrait peut-être criminaliser, c'est l'utilisation galvaudée du terme de génocide. Parce qu'effectivement, ce qui se passe à Gaza, c'est terrible. Il y a des milliers et des milliers de morts. L'estimation qu'avait sortie l'ONU le 15 mai sur le nombre de morts, civils, c'était 12 000. C'est pas les 45 000 que répètent inlassablement les LFI et les Émeric Caron, etc. C'est effectivement dramatique parce que c'est déjà trop, mais c'est nettement moins que ce qui a pu se passer à Mossoul, et ça reste dramatique. Mais l'utilisation galvaudée du terme de génocide, si j'étais arménien, si j'étais rwandais, mais je me sentirais insulté parce que les images du Rwanda ou les récits qu'on peut avoir du génocide arménien, ça n'a tellement rien à voir avec ce qui se passe à Gaza. Ça n'a tellement rien à voir. Et utiliser de façon systématique et abusive le terme de génocide, et les journalistes qui, en fait, le cautionnent en ne relevant pas systématiquement ce terme-là, en disant qu'il n'est pas approprié, que ce n'est pas un génocide, que c'est une guerre, qu'effectivement, il y a des civils. Mais pourquoi il y a des civils ? Parce qu'ils sont des boucliers humains du Hamas et de toute cette merde. Franchement, c'est insupportable. Et moi, je pense qu'il faut criminaliser ces paroles-là. Il faut trouver les arguments juridiques pour faire en sorte que les gens ne se sentent plus autorisés de les utiliser abusivement, et qu'à un moment, ces gens-là ne se sentent plus autorisés de menacer les autres pour des opinions personnelles ou publiques. Merci Lionel d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lionel, merci d'avoir été avec nous. Gauthier Lebray, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus ? Oui, je voulais réagir sur le procès en insincérité de la France Insoumise. Effectivement, la France Insoumise ne sert pas la cause palestinienne, elle s'en sert. Sur Rima Hassan, je suis plus sceptique. Je lui fais pas un procès en insincérité. Je lui en fais beaucoup, mais pas celui en insincérité. Ça a été rappelé, elle est née dans un camp de réfugiés syriens. Je pense qu'elle est utilisée par Jean-Luc Mélenchon et qu'il est allé la débaucher justement pour cela. Elle était prise dans une polémique avant qu'elle soit sur la liste de Manon Aubry. Donc je ne ferai pas le procès en insincérité de Rima Hassan. Je pense qu'elle est très sincère dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle pense, contrairement peut-être à un Jean-Luc Mélenchon. Oui, d'Artigol. Non, mais c'est son engagement politique. Voilà. D'avance, on arrivait avec les mélenchonistes sur une vision d'ailleurs qui laisse pas de place à l'État d'Israël. Quand véritablement elle donne son projet politique concernant le Proche-Orient. Donc c'est ce qu'il a construit, elle a fait des études en droit international sur ce sujet-là justement, donc c'est ce qui fait son identité politique. Alors, pour le coup, je suis d'accord avec Gauthier, il n'y a pas là d'insincérité. Et ambigu sur le Hamas, et elle devra en répondre devant la justice dans quelques semaines, quand elle a dit action légitime du Hamas dans cette fameuse vidéo. En tout cas, à la fin, beaucoup, Rima Hassan, avec là, les députés européens, je crois, elle prend 12 000 € par mois. C'est le mandat le plus rémunéré. Ouais, c'est le mandat le plus rémunéré, sachez-le, auditeur d'Europe 1. Député européen, c'est une planque exceptionnelle. C'est le mandat le mieux rémunéré, 12 000 € par mois. Elle se planque pas trop, justement. Oui, non. Elle exerce son mandat. Non, mais les mecs, c'est exceptionnel. Député européen, tout le monde voudrait être député européen. En plus, on s'en fout parce qu'on met que les seconds couteaux là, généralement. Normalement, vous avez peu de visibilité médiatique quand vous êtes député européen. Exceptionnel. Et tu prends 12 000 € par mois. Bon, bah écoutez, on va parler dans un instant du lycée Sévigné de Tourcoing, toujours sous le choc après l'agression d'une prof par une élève refusant de retirer son voile. Et on aura des infos de Gauthier Lebray. Restez avec nous. Là, pour le coup, vous allez voir, on marche encore une fois de plus en plus sur la tête. À tout de suite sur Europe 1. C'est vraiment mérité.
Aurélien Tchouameni, c'est un garçon exceptionnel, d'une intelligence incroyable. Vous avez vu ses interviews à chaque fois? Exceptionnel, Aurélien Tchouameni. Je l'adore. Voilà, bravo. Vous revenez tout à l'heure? Oui, à 17h. Ok, on peut vous offrir un petit verre à la cafette Allez, en attendant. De 16h32 à 17h. Je vous laisse avec Fabien Lecoeuvre. Il va vous offrir ça, merci. Okay. Prenez un papayoulélé, un petit cocktail. Allez, on marche sur la tête sur Europe 1, il est 16h32, on est reparti. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous. 01 80 20 39 21. On va parler dans un instant. On parlera d'un documentaire. L'enquête accablante sur l'abandon de l'État de Samuel Paty. Ça sera diffusé la semaine prochaine sur C8. Exceptionnel ça. Au nom de mon frère. Avec la sœur de Samuel Paty, en interview, c'est un truc de fou, un documentaire exceptionnel. On aura des infos là-dessus. C'est Stéphane Simon qui est à l'origine du documentaire, qui sera l'invité d'ailleurs de Thomas Hill dans l'émission Culture Média sur Europe 1, sera lundi prochain. Et vous savez qui y a chez Thomas Hill là, jeudi? Dites-nous. Eva Longoria. Mais non. Mon ami. C'est vrai. Je l'adore, Eva. C'est vrai qu'elle vous aime beaucoup aussi. Alors, je vais peut-être passer la voir d'ailleurs. Je vous cache pas que je vais peut-être passer une tête. Ouais, je vais peut-être passer une tête. Je vais dire à Thomas Hill si je peux peut-être passer une tête voir quand même Eva Longoria. Et c'est vrai que je l'adore. Je l'adore. C'est vraiment, elle est belle. Elle est magnifique. Elle est sympathique, elle est belle, elle est gentille. On rigole, elle est incroyable. Elle a le cœur sur la main. Oui. Elle a le cœur sur la main, contrairement à Fabien Lecoeuvre qui a la main sur autre chose. Vous feriez un beau couple. Ah oui, les deux. Mais non, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Ah oui, non. C'est comme sa sœur. C'est comme ma tante. Ah, d'accord. Oui. Ah oui. Merci. Bon, les chéris, le lycée de Sévigné de Tourcoing, toujours sous le choc après l'agression d'une prof par une élève refusant de retirer le voile. On a des infos, Monsieur Lebray. Oui, 2 infos selon une source proche du dossier. Première info, cette élève n'en est pas à son premier coup d'essai puisque début septembre, elle a essayé de pénétrer dans l'établissement scolaire avec une abaya, interdite évidemment par Gabriel Attal depuis 1 an, par la circulaire Attal qu'il avait prise au moment de la rentrée de l'année dernière. Et donc, elle a essayé de rentrer avec une abaya. À ce moment-là, elle n'a pas pu. Les portes de l'établissement lui ont été fermées. Et on a appris qu'après donc l'agression de cette prof qui lui a demandé de retirer son voile lundi, elle a été giflée. Je rappelle, cette prof, il y a eu une très vive altercation puisque cette élève a remis... Ça a été une bagarre, parce que plus que gifle. Une bagarre, oui, exactement. Elle a été très violente envers la professeure. Oui, voilà, pour qu'elle retire son voile alors qu'elle l'avait remis au sein de l'établissement scolaire. Il y a une dizaine de professeurs, selon une source proche du dossier, qui ne soutient pas l'enseignante, mais qui soutient l'élève voilé. Vous avez bien entendu. Non, c'est pas possible. Une dizaine d'enseignants qui ne soutiennent pas leurs collègues au nom de la lutte contre la discrimination. Au nom de la lutte contre la discrimination. Voilà ce que nous dit cette source, proche du dossier encore une fois. Et donc voilà. C'est incroyable. Et il y a eu un rassemblement, vous avez fait le rappel tout à l'heure, il y a eu un rassemblement d'élèves, de soutien à cet élève, encore une fois, pour l'élève en milieu de journée et non pour la professeure qui a été violentée et qui lui a juste demandé de respecter la loi. Donc c'est l'inversion totale des valeurs. On soutient pas la victime, on soutient la jeune de 18 ans qui ne respecte pas la loi. Pour moi, Gauthier Lebray, je le redis, pour moi, c'est les 10 professeurs qui soutiennent, c'est dehors. Ça prend la porte, ça dégage. Merci, avec un rapport, etc. Et vous allez voir. Et c'est comme Samuel Paty. Il s'était passé exactement la même chose. Vous avez cité Samuel Paty. C'était exactement pareil. Et les élèves qui soutiennent là devant le lycée là, tout cela, c'est dehors aussi. Allez, dehors du lycée, ça nous fera des vacances. Voilà, terminé, ça sort ça aussi. Il faudra regarder de près concernant ces 10 enseignants. Il y a eu quand même, concernant l'institution, les cours suspendus, l'expulsion de cette lycéenne qui ne peut plus revenir, conseil de discipline. Mais il faut qu'elle puisse plus revenir dans aucun lycée public. Droit de retrait, Cyril, certainement d'une très grosse majorité d'étudiants, de profs en soutien à leurs collègues. Et le jugement tombera le 11 décembre. Non, mais je vais vous dire, moi, je veux dire qu'on a eu d'autres dossiers où c'était moins. Oui, c'est ça. Où il y a eu des réactions plus faibles. Non. Clavel, le lycée Clavel, etc. C'est Ravel. Vous savez que j'y étais en plus au lycée Maurice Ravel. Je sais. J'étais juste à côté, j'étais à Hélène Boucher. On était voisins. Oui. Donc voilà. Mais là, on peut dire qu'il y a quand même respectez mon lycée, s'il vous plaît. Mais il y a eu quand même une réaction. Sinon, je vais vous faire danser le boléro, moi. Et voilà. Non, mais Cyril, il y a eu quand même une réaction. Oui, attendez. Moi, je vais vous dire, cet élève, excusez-moi, moi, vous allez peut-être dire que je suis trop sévère. Pour moi. Il a pas dit. Non, mais il sait ce que je vais dire, Gauthier, parce qu'il lit dans mes pensées. Cet élève, pour moi, radié à vie des lycées publics. Terminé. Ses parents veulent qu'elle aille au lycée, c'est privé, ils vont payer. Je vous le dis, je vous le dis. Oui, c'est comme ça. Non, mais elle a 18 ans de toute façon, donc elle est même pas obligée de suivre les cours. Voilà. Elle a 18 ans. Je vous le dis, lycée public, c'est terminé. Pas qu'elle termine dans une cave en école coranique. Mais vous croyez quoi? Radié à vie de l'école.
du lycée public. Vous avez frappé le professeur, mais bien sûr, terminé. Vous remettez plus les pieds dans le lycée. Terminé. Mais alors dans son lycée, c'est même pas la peine. Et dans un autre lycée aussi, c'est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez. 01 80 20 39 21. J'aimerais bien que vous réagissiez à ce que je viens de dire et que vous me donniez votre avis sur ce que je pense. Moi, je pense Radhi Avi. On est d'accord, Gauthier ? Bien sûr. Elle a 18 ans. Plus de lycée public. Donc, et si elle a pas de bac, elle a pas de bac. Exactement. Voilà. Fabien Lecoeuvre. Mais complètement d'accord. Ça doit servir d'exemple. Exactement. Terminé. Donc ça reste un exemple important. Radhi Avi du lycée. Oui, parce que c'est visiblement elle a réitéré, donc elle connaît la circulaire. Mais même si elle n'avait pas réitéré, vous avez frappé une prof. En plus, elle a vraiment été très violente avec la prof, paraît-il. Hein. Mais les mecs, vous êtes fous, quoi. Déjà, pour moi, je vous dis la vérité, c'est prison. Ah bah c'est prison. On saura le prison. Et après, c'est terminé. Elle ne sera plus scolarisée dans un lycée public. Terminé. D'Artigol, vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Je suis d'accord pour une décision judiciaire avec la prison effective, ferme. D'accord. Et je suis d'accord pour une sanction très forte. Après, ça l'a fait basculer dans le privé, donc c'est ça. Oui, mais pas forcément, elle a 18 ans, elle n'a pas le bac. Non, mais si elle veut payer... Non, mais elle n'a pas le bac. Si elle veut payer, elle avait qu'à pas lâcher sa prof. On prendra des auditeurs dans un instant, 01 80 20 39 21, et on vous racontera ce qui s'est passé autour de Samuel Paty. C'est incroyable, l'enquête accablante sur l'abandon par l'État de Samuel Paty. On en parle dans un instant sur Europe 1, tout de suite. 16h40, on marche sur la tête sur Europe 1. J'ai ici le rapport. Voilà, elle aurait dit l'élève qui a donc frappé sa professeure qui lui a demandé d'enlever son voile. Je suis désolé des coups que j'ai pu mettre à cette professeure et j'espère que ça va bien se passer. Voilà ce qu'elle a déclaré lors de l'audience de comparution immédiate au cours de laquelle elle a demandé et obtenu ce délai. Elle a demandé un délai et elle a dit l'enseignante, une gifle à l'enseignante qu'il la lui rendait. S'en suivaient plusieurs coups, menaces et bousculades. Donc ça a été extrêmement violent, Gauthier Lebray. L'avocate de l'enseignante, pour sa part, elle a précisé qu'elle aurait été absente à l'audience. L'enseignante, bien sûr. Il a précisé qu'elle était marquée au visage et aux jambes et profondément choquée. Plusieurs jours d'ITT, la professeure. Exactement. Une poignée d'élèves se sont rassemblés devant le lycée à la mi-journée, dont une amie de la jeune fille qui a qualifié la situation d'injustice, estimant que le fait de remettre un voile avant d'avoir complètement quitté l'établissement était habituel. Voilà. Donc, mais il paraît que c'est habituel justement dans ce lycée et que ce n'est pas la première fois que cette professeure fait justement des remarques aux élèves qui remettent leur voile avant de quitter l'établissement scolaire. Et ça devrait jouer en sa faveur. On devrait saluer le courage de cette enseignante. Non, les élèves qui soutiennent celle qui a tapé sa prof s'en servent contre elle en disant mais elle fait des remarques tout le temps à chaque fois. Bah oui, elle a raison. Elle fait des remarques à celles qui ne respectent pas la loi de 2004, c'est tout. Nathalie est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci Nathalie d'être avec nous, enseignante en Bretagne. Oui, c'est ça. On se connaît Nathalie. Oui, on s'est déjà eu exactement. Je me rappelle, c'était exceptionnel d'ailleurs votre intervention. Je me rappelle très bien Nat. Je me rappelle très bien Nat. D'ailleurs, vous appelez pas Nathalie. Exactement. Je le sais. Et ben voilà. Voilà, c'est le nom de code Nathalie, puisqu'en fait elle s'appelle Gérard. Merci Nathalie. Voilà, c'est ça. Je suis Gérard. Merci Nathalie. Vous êtes enseignante. Vous n'êtes pas étonnée par cette affaire, vous me dites? Pas du tout, parce qu'en fin de compte, bien sûr, ça se passe là au lycée. Bon, moi, je suis enseignante en école élémentaire, mais je reconnais que les enfants qu'on a petits, vu leur façon de s'exprimer, on comprend tout à fait qu'après, ça se passe comme ça. Par exemple, moi, l'année dernière, quand on a fait la minute pour non pas pour Samuel Paty, mais c'était pour Dominique Bernard, la minute de silence, j'ai un enfant qui m'a dit moi je voudrais prier pour je voudrais pas penser à ça, je voudrais penser aux gens qui sont à Gaza. On lui a dit c'est pas pour ça qu'on fait une minute de silence, mais c'était à 9 ans, quand on vous dit ça à 9 ans, c'était compliqué. Cette année, son petit frère qui est au CP vient de dire à la maîtresse il y a quelques jours, lui a dit ta gueule. Donc, vous voyez, après, c'est des enfants qui n'ont pas d'éducation. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 7 ans, à peu près, les garçons dans ces familles-là font tout ce qu'ils veulent. On les laisse libres. Nous, on les voit traîner tout le temps. Et puis après, les parents s'étonnent qu'il y a des soucis. Mais alors après, ça commence comme ça. Et voilà. Nathalie, moi, ce que j'ai dit il y a un instant, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que je suis trop dur? Parce que moi, j'ai dit pour cette jeune fille, excusez-moi, pour moi, c'est radiation totale de tous les lycées publics. Elle ne peut plus réintégrer un lycée public. Pour moi, je suis désolé. Si elle veut suivre des cours, maintenant, c'est le privé. Là, moi, je
je peux pas prendre la place des juges et de savoir ce qu'il y a exactement dans le code pénal, mais je dirais que ce qu'elle a fait, c'est grave, que ce soit jugé. Après, qu'elle soit, virée de son lycée, c'est tout à fait normal. Mais... Je suis même pas sûre que ça le soit. Ah mais non, mais ça serait dramatique. Virer l'éducation nationale, alors là, vous rêvez. Hein. Ah mais pour moi, pour virer quelqu'un de l'éducation nationale, un enfant ou un jeune, et même un enseignant qui fait n'importe quoi, hein, c'est quasiment impossible. Même si elle est majeure, elle a 18 ans. Ah non mais elle a 18 ans. Oui, mais Nathalie, pour moi, il y a même pas de débat. Mais je vous jure, vous savez que là, là vraiment, on marche sur la tête. Pour moi, donc elle va retourner. Elle va retourner dans un lycée tranquille, elle. Non, mais alors c'est tranquille, elle va retourner dans un autre lycée. Ils sont capables même de la replacer. Hein. Elle a raison. Je suis absolument d'accord avec vous, mais malheureusement, ce que je crains, c'est que on a des belles paroles, on a des idées, mais ça se suit pas. Alors, ça se suit pas. Nathalie, après, c'est quelqu'un d'abord, elle ne fera pas de prison. Faut pas rêver. Non, mais Nathalie, alors je vais vous dire, 6 mois, si elle fait pas de prison du tout, et qu'en plus elle peut réintégrer un lycée public, alors vraiment. Nathalie, c'est vraiment que le pays est dans une une mer de noir. Oui, c'est ce que je voulais pas le dire, Nathalie, mais vraiment. Je dis à votre place. Vous l'avez dit pour moi, mais c'est extrêmement grave. Ça veut vraiment dire qu'on est irrécupérable. Je vous le dis. Alors, c'est vraiment si elle a de la prison avec sursis, déjà, si elle a de la prison avec sursis, alors là, ce serait déjà extraordinaire. Mais de la prison ferme, non, il y aura pas. Non, sursis déjà. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'elle ne réintègre pas aussi un lycée public. Je suis désolé. Les mecs, ils sont capables de la replacer en plus. Vous savez, Nathalie. Ils sont capables de la replacer et en plus dans un lycée de son choix, on lui demandera certainement son avis. Pas trop loin de la maison, oui. Pas trop loin de la maison. Mais je peux vous assurer que le public sera quasiment obligé de la récupérer, hein. Parce que nous on a des jeunes comme ça dans ma petite ville qui passent d'un collège à un autre. Alors ils sont exclus d'un collège, ils vont dans un autre collège, ils sont exclus, ils vont dans un autre collège. Ils sont pas exclus du public. Mais Nathalie, je vais vous dire quelque chose. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle fait tellement de mal à tous les gens qui portent le voile. Je vous le dis, moi, tout à l'heure, je l'avais dit, je l'avais dit la semaine dernière, j'avais été dans une boutique de sport où il y avait une jeune fille voilée, et je vous dis la vérité, tous les autres vendeurs étaient à la ramasse. Et elle, je l'ai vue direct, elle m'a pris dans le charge, elle a été chercher le truc, elle était incroyable. Tout de suite, j'ai dit, elle va vite, elle est incroyable. Et tout de suite, je me suis dit, voyez ou pas, je me suis dit dans ma tête, cette jeune fille, elle est exceptionnelle. C'est quelqu'un que j'aimerais prendre dans mes équipes. Parce que j'ai tout de suite vu qu'elle allait très vite, qu'elle travaillait très bien. Mais ces gens-là, cette personne qui va frapper une professeure, elle fait énormément de mal à plein de gens qui portent le voile parce que, je vous le dire, et qui veulent travailler, qui veulent vivre, qui posent aucun souci, qui au contraire pose après on peut débattre du symbole qu'est le voile. Oui, bien sûr, mais ça c'est un autre symbole. Après il y a des jeunes filles qui le mettent, c'est plus culturel que cultuel. Exactement, voilà, c'est ça. C'est plus lié à... mais c'est inadmissible. Pas de l'islamisme. En tout cas, cette jeune fille qui a frappé la professeure, l'enseignante, pour moi, c'est dehors. Voilà, dehors de tous les lycées. Je veux plus l'avoir dans un lycée. Si elle veut aller dans un lycée, elle va payer. Elle va payer un lycée privé, ça va la calmer, vous allez voir. Elle va arrêter de frapper les enseignants. Ça va la calmer, c'est sûr. Exactement, il faut la calmer parce que je vous dis, c'est inadmissible. Mais je vous jure, moi je suis le proviseur. Vous allez voir que ça va se multiplier. Hein. Et encore, si ça se multiplie pas tant que ça, c'est parce que dans les lycées, la plupart du temps, le personnel qui travaille en lycée, il laisse faire. Hein. Il laisse pas mal faire. Exactement, vous avez raison, Nathalie. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils laissent pas le mal faire. C'est pour ça qu'il y a des professeurs qui apparemment aussi ne soutiennent pas leurs collègues. Elle est courageuse, cette femme, il faut le saluer. Parce que c'est pas la première fois qu'elle monte au créneau. Elle fait pas du pas de vague, parce que la facilité aurait été de dire, je ferme les yeux. Elle a remis son voile un peu avant la sortie de l'école, mais j'ai pas envie que ça déclenche quelque chose comme Dominique Bernard ou Samuel Paty, parce que évidemment tous les profs y pensent. Moi, ma femme est prof, je peux vous dire, elles y pensent, les professeurs tout le temps. Tous les profs y pensent en permanence à cela. On va en parler dans un instant. Et vous savez, même quand je fais une leçon d'histoire et que je montre, par exemple, sur la Renaissance italienne, et que je montre, la dernière fois, c'était une statue de je sais plus quel sculpteur, où l'homme était nu, bien sûr. Botticelli. C'était ça. Oui, non, c'était pas Botticelli. Je sais, je rigole avec vous, je sais que je chauffe. Reggiani, Serge. Voilà, c'est comme ça. Mais en attendant, c'est pour vous dire que ça choque certains de mes élèves. Et je me dis, si déjà, moi, je leur montre régulièrement des choses. Alors, c'est pas histoire de les habituer, mais histoire que plus tard, ça leur paraisse pas non plus quelque chose d'insurmontable. Parce que j'ai des collègues, mais même en école élémentaire, qui n'osent pas dire des choses, qui n'osent pas faire certaines choses. Sûr. Ce qui est fou, c'est dans les petites notamment classes. En EMC, en éducation morale et civique. Parce que, ils ont un peu peur des réactions.
Merci Nathalie d'avoir été avec nous. Puis à 18 ans, c'est ce qu'on fait. Hein, voilà. Mais merci Nathalie d'avoir été avec nous. Absolument. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Petite parenthèse pour les équipes d'Europe 1, il est 16h48. J'aimerais qu'on me cale pour demain. Yasmina, qui est en train de nous appeler, qui dit qu'elle est totalement d'accord avec Rima Hassan. Donc voilà, donc j'aimerais bien qu'on la cale pour demain. Oui. Comme ça, on reparle de ça. Et Yanis aussi, qui dit qu'il est plutôt LFI et qui est plutôt d'accord avec Rima Hassan aussi. J'aimerais bien qu'on les cale demain pour le début de l'émission. Voilà, ça va être bien ça. Non mais sans Yanis et Yasmina, parce que je les vois sur mon écran. Donc si on peut les caler pour demain, on marche sur la tête, ce sera très bien. Ah oui, il faut les prendre en ligne. J'aimerais beaucoup les avoir en ligne. Voilà, donc si on peut les caler pour demain, ce serait parfait. Pour le moment, les chéris, il y a Catherine qui est avec nous. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Catherine. Vous habitez les Bouches-du-Rhône? C'est ça. Où ça? À côté de... À côté d'Avignon. Ah, je connais bien. Avignon. Vous savez qu'Avignon, j'étais le roi d'Avignon. Ah bon? Sur le pont? Non. J'étais toujours sur le pont, mais pas le... Pas le pont physique? Exactement. Catherine, vous voulez réagir à ce qui s'est passé à Tourcoing et au rebondissement dans cette affaire? Vous avez tout dit tout à l'heure. Donc, que dire de plus? Ouais. Non, mais c'est inadmissible. Elle doit être radiée de tous les lycées, on est d'accord? Mais carrément. Mais oui. Le problème, c'est que... Bon, moi, j'ai que 60 ans. J'ai que 60 ans, je suis pas si vieille. Non, vous êtes toute jeune, Catherine, 60 ans, là, ça va. Voilà, exactement. Ah oui. Non, mais quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école, il n'y avait pas de voile, ça n'existait pas. Mais moi, j'avais plein d'amis musulmans à l'école aussi qui ne portaient pas le voile. C'est vrai qu'il y en avait. Voilà. Et moi, et puis ça fait partie. Alors, ça fait partie d'une éducation. Moi, ma mère nous a élevés toutes seules parce que j'ai perdu mon père très jeune. J'ai habité dans une ZUP. Ça a été, c'était horrible, mais on voyait pas ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, je vais vous dire, Catherine, moi je pense que les Valérie Benaïm, les Fabien Lecoeur, Olivier d'Artigol, etc. sont d'accord avec vous. Et je suis sûr que c'est quand ils allaient chez leurs potes musulmans, parfois, ils voyaient leurs copines, qui n'avaient pas le voile à l'école et qui l'avaient chez eux. C'est souvent ce qui se passait. Évidemment. Mais c'est vrai. C'était de la sphère privée. Exactement. Mais je vais vous dire. Les voisins, on avait des Marocains, on avait des Tunisiens, des Algériens, il y avait de toutes. Mais ils n'étaient pas voilés. Il n'y a que les grands-mères qui avaient un foulard sur la tête et encore. Mais je vais vous dire. Moi, je pense. Alors, vous avez dit encore que je dis que c'est encore de la faute, un peu de la faute de la LFI. Mais je suis désolé. Je pense qu'ils font. C'est aussi devenu de la provocation. Et qui sont les provocateurs? Ce sont la LFI. Je vous dis la vérité. Et ils chauffent tellement les gens, ils mettent tellement d'huile sur le feu, qu'il y a plein de gens qui disent tiens, je vais provoquer. Et je pense que il y a un peu de provocation. Je suis désolé. Un mouvement au sein même de l'islam. Avec les frères musulmans qui ont élargi leur influence. Oui, bien sûr. Non, ça aussi, oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a parfois, il y a souvent, je vous dis, dans le voile de jeunes filles, c'est aussi parfois souvent de la provocation. On va provoquer, on va voir si on peut le mettre, on va voir s'ils vont dire quelque chose. On va voir ce qui va se passer, on va tester les limites. Tiens, on va voir. Vous avez vu, moi je l'ai mis, ils ont rien dit. Bien sûr. Il y a ça aussi. Bah oui. Quand vous rentrez dans un magasin, vous rentrez. Il y a certains magasins, je n'y mets pas les pieds. Pour la bonne et simple raison que quand je les vois avec le voile, moi, ça m'énerve. Alors ça, c'est différent. Pardon, mais moi, je trouve ça différent. Là, moi, je parle. Je suis d'accord avec vous pour tout ce qui est l'école, parce que l'école, elle se veut laïque, républicaine, une et indivisible, et qu'un élève est un élève. C'est pas un élève musulman, un élève juif ou un élève catholique ou un élève athée. C'est un élève. En revanche, après, une fois qu'on est adulte dans la sphère publique, on peut très bien avoir quelqu'un qui travaille dans une boutique ou autre, qui porte le voile et qui ça ne pose aucun problème. Moi là, je vais faire une vraie distinction. Oui, je suis assez d'accord. Je suis d'accord, mais c'est pareil. Quand j'étais jeune, on les voyait pas. Je suis désolée. Aujourd'hui, on ne voit que ça de partout. Et quand vous voyez des gamines à 13 ans qui commencent à se mettre le voile, ne me dites pas que c'est pas de la provoque. Et quand on voit le LFI, là, le Mélenchon, il a le droit de faire des... On lui dit rien, dit. Il fait ce qu'il veut, lui fait ce qu'il veut. Lui, de toute façon, sur le sujet du voile, il a tellement évolué. Ils font ce qu'ils veulent. Merci Catherine d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous me rappelez quand vous voulez, je vous embrasse fort. Et vous changez rien. Merci, salut Catherine. Merci, au revoir. Merci. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1 et on va parler de cette affaire.
Au nom de mon frère, l'enquête accablante sur l'abandon par l'État de Samuel Paty. Ce sera un documentaire diffusé sur C8 la semaine prochaine, mercredi 16 octobre, et on va vous donner des infos là-dessus. C'est incroyable, hein. Vous allez voir ce qu'on va apprendre après l'enquête sur Samuel Paty, et après de nombreux témoignages. On aura Stéphane en ligne, professeur, et qui va nous parler un petit peu de son cas, et vous allez voir, c'est pas facile pour lui, hein. A tout de suite sur Europe 1, on se retrouve dans quelques minutes, et vous nous appelez 01 80 20 39 21, on vous attend, à tout de suite. Merci. Europe 1. 17h03 presque sur Europe 1. Ça rigole beaucoup. On marche sur la tête, c'est maintenant. Merci Émilie Daez, allez on reparti, c'est reparti. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Ah, ça rigole, hein. Franchement ça rigole. Entre D'Artigol, Gauthier Lebray, Valérie Benaïm et Monsieur Lecoeuvre, Mister Lecoeuvre. Tiens justement. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé à Tourcoing. Ah non, à Tourcoing, non, mais attendez les gars. Non, mais vous voulez vraiment que je vous raconte l'histoire? Parce que vous dites, il s'est passé quelque chose à Tourcoing. Il faut que je demande au réalisateur s'il veut bien que je raconte l'histoire de Tourcoing. Il m'est arrivé une histoire folle à Tourcoing. Dites-nous. Non mais alors, on va enlever le générique parce que l'histoire est folle. Je vais vous expliquer. Allez. Il y a de ça, c'était il y a 3 ans, ou 2 ans ou 3 ans. On m'appelle et on me dit, on appelle ma sécurité et on dit voilà, il y a 4 gars qui sont venus devant C8 pour demander Cyril Hanouna. Bon, et donc moi je tourne pas là-bas, donc bon, les mecs arrivent et je dis bah donnez-nous les caméras de surveillance, on va voir. Bon, ils donnent les caméras de surveillance. Je l'avais déjà raconté à la télé cette histoire, donc je la raconte à la radio maintenant sur Europe 1 pour nos auditeurs. Donc ils donnent les caméras de surveillance et je vois, donc on voit les caméras, on voit 3 gars dans une voiture. Il y en a un, le côté passager qui sort, il pose quelque chose sur son siège, il met sa capuche et il arrive et il dit voilà, je voudrais parler à Cyril Hanouna, etc. Il est un peu menaçant avec le mec de la sécu. Le mec de la sécu, il dit il n'y a pas Cyril Hanouna, il est un peu patibulaire. Benaïm, elle a toujours les mots. Hein. Non, mais, donc il est un petit peu patibulaire. Et donc, le gars, voilà, ils lui disent non, il n'y a pas de Cyril Hanouna n'est pas là. Bon, je dis bon, d'accord. Il se trouve que j'arrive, je vais. Non, et donc les gars, voilà, font le tour, etc. On les voit, ils restent un petit peu devant, on les voit sur la caméra. Je vais à l'émission, et donc, bon, je fais l'émission, etc. Et on prend la plaque d'immatriculation des mecs. Et on dit, je demande à mes gars, je dis, trouvez d'où ils viennent. Donc c'est avant l'émission. On a le pédigré et les mecs me disent c'est un gars qui vient de Tourcoing. Voilà, il est venu de Tourcoing, etc. Bon, une voiture, Tourcoing, on a le nom, etc. J'ai son nom, j'ai son adresse, j'ai tout. Bon. L'histoire se passe, je fais l'émission et il se trouve que j'ai pendant l'émission un autre gars qui me dit les gars sont passés, moi je vais souvent prendre un verre dans un hôtel à Paris et les gars sont passés à l'hôtel aussi. Ah oui. Ouais. Donc pareil, on voit les caméras, je vois les gars, truc. Ah, oui. Inquiétant. Bon, ouais, ça fait. Je dis bon, qu'est-ce qu'ils veulent? Je suis en pleine émission. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle 2 gars à moi, 2 potes à moi, je leur dis les mecs, allez à cette adresse, allez à Tourcoing. Partez tout de suite de Paris, vous allez à Tourcoing. J'ai 2 gars qui partent. Pendant l'émission, hein, je fais l'émission. Oui, c'est réglé en direct. Heureusement, l'émission est très longue. Hein, non, mais l'histoire est vraie. Ils partent à Tourcoing, les gars, et ils m'envoient une photo de la voiture. Et ils me disent, on a retrouvé les gars, puisque voilà, c'est dans un immeuble, etc. Voilà, on est sur le parking de l'immeuble, on a retrouvé la voiture qui est venue à Paris. Bon. Je dis bon, d'accord. Les mecs, ils me disent, qu'est-ce qu'on fait? Je dis pour l'instant, vous revenez sur Paris et on va voir. Bon. Sur ce, je finis l'émission. Et bon, je me dis, c'est quand même bizarre cette histoire. Je suis en train de dormir, il est minuit. Je rentre chez moi, je suis en train de dormir. Je cogite, je me dis, c'est quand même bizarre cette affaire. Les mecs sont venus, ça me semble bizarre. Donc je suis parti à Tourcoing. Attendez, j'appelle des potes. Je les réveille tous. On part. On réunit une équipe, on part dans un van. On part à 6 à Tourcoing à 2h du matin. C'est ça. Non, c'est pas une vanne. C'est pas une vanne. Bravo la régie. Non, mais réaction. Non mais c'est pas une vanne. Je dis les mecs, je la sens pas l'histoire. Il vaut mieux que j'en ai le cœur net. Mais l'histoire est vraie. Ouais, ça vous perturbait. Je vous jure que c'est vrai, l'histoire est vraie. Donc on part avec 6 potes à Tourcoing. Des mecs voilà, de sécu, etc. On part à Tourcoing. On arrive à 3h du matin à Tourcoing. Je vais d'abord au commissariat de Tourcoing. Je vous jure que c'est propre. Ça c'est très bien. Propre. Donc je vais au commissariat. Donc là, c'était fermé il y a 3 ans. Enfin, fermé, mais il fallait taper, il fallait sonner. Vous arrivez à nous. Les mecs, je vous jure que c'est vrai. J'ai un mec qui ouvre la porte, un policier fait mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis bon, faut que je vous explique une histoire.
Donc je dis, il faut que je vous explique une affaire. Donc le mec me dit, rentrez, etc. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Hanouna? Je dis, bon, voilà, on est allé, parce qu'on est passé d'abord devant la voiture pour voir, juste voir. Et la voiture était ouverte et il y avait plein de, on a regardé, il y avait plein de comme s'ils avaient mangé toute la journée dans la voiture, etc. Elle était très sale. Bon. Je dis, voilà, je dis, bon, je l'explique l'histoire, voilà. Et là, le mec me dit, monsieur Hanouna, on va aller voir, on va envoyer des mecs de la BAC. Ah ouais. Donnez-moi la photo que vous avez de la voiture, parce que j'avais la photo. On va aller voir, et on va voir si c'est cette voiture, etc. Et on va vous dire de quoi il en retourne. Donc, restez au commissariat, on va aller voir tout de suite. Les mecs de la BAC, ils reviennent un quart d'heure après, et ils me disent, bon, monsieur Hanouna, je vous explique, c'est pas la même voiture, c'est ce qu'on appelle des doublettes, c'est-à-dire que c'est la même plaque d'immatriculation, mais c'est deux voitures différentes. C'est encore plus ce que inquiétant, font les mecs quand ils vont, quand ils vont commettre des gros trucs. Je dis, ah ouais, et tout. Je dis, on peut faire quelque chose. Il me dit, pour l'instant, on peut rien faire, on n'est pas encore sûr que ce soit une doublette, etc. Donc, on peut pas vous dire. Donc là, je suis au commissariat, le mec me dit, pour l'instant, je dis, qu'est-ce que je fais? J'attends de me faire péter, alors. Ils me disent, non, on va voir. Donc là, je vais vous dire ce qui s'est passé. Dans un instant, il est 17h08. Oh là là. On se retrouve dans un instant sur... il s'est raconté des histoires. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 17h10, on est en direct. Merci d'être là. C'est vraiment un bonheur d'être avec vous tous les après-midi entre 16h et 18h. Vous voulez la fin de l'histoire? Oui, bien sûr. Vous voulez la fin de l'histoire? Vous voulez la fin de l'histoire? Raconte-nous, Père Castor. Non, mais franchement, ça veut dire quoi, ça? Non, et donc, je vous le dis, donc le mec de la BAC me dit, on peut rien faire pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on décide de faire, nous? Je suis avec mes potes et on dit, on va quand même attendre 8h du matin et on va voir s'il sort, on va essayer d'aller leur demander ce qu'ils venaient faire chez nous. Ah ouais. Donc on attend 8h du matin, on est éclaté. Et finalement, on sait oui, parce qu'on a son adresse, etc. On trouve dans quel est son étage, etc. Et on va sonner à sa porte. Ah, vous prenez des risques? Patibulaire. On sonne à sa porte. À la porte du patibulaire. On sonne à 8h du matin à la porte du gars. Le gars sort, il voit d'abord un pote à moi, il fait oui, il fait non, mais en fait, et il me montre le gars. Et là, le gars fait comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, mais pourquoi vous êtes venu à Paris? Il dit, mais moi, en fait, j'étais venu refaire mes papiers et je voulais faire une photo. C'est tout? Mais sans rigoler, le gars était venu faire une photo. Donc attendez, et il me dit, il y a mon frère qui va arriver. Qui habite à côté. Je dis, je vais demander là, si le frère a la même version. Donc on attrape le frère en bas, on lui dit bonjour, là, le mec on reconnaît, il fait ouais, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit on est venu faire une photo avec vous tout à l'heure. Donc je me retrouve à 8h du matin à Tourcoing en train de faire des photos avec des mecs, alors que j'étais persuadé. Comment ils ont eu le restaurant dans lequel vous allez prendre des verres? Mais non, et en fait, les mecs, à mon avis, non, parce que ça c'était vraiment des fans, en fait. Des fans absolus, en fait. Voilà. Incroyable. Et hyper sympa, les gars, voilà. Et finalement, maintenant, ils habitent à la maison. Et en fait, le mec de la BAC, il s'était fait un film sur la doublette, tout ça. Voilà. Donc, mais ils ont fait la photo, vous avez fait la photo. Bien sûr qu'on a fait la photo. À 8h du matin. Je suis rentré à Paris après, à 11h, j'étais, voilà. Ça peut donner des idées aux fans pour que vous puissiez vous déplacer chez eux. Exactement. Tiens, on va parler d'un truc un peu moins marrant. L'enquête accablante sur l'abandon par l'État de Samuel Paty. C'est diffusé la semaine prochaine sur C8. Et ça, c'est incroyable, hein, Gauthier Lebray, ce qu'on y apprend. On va avoir Stéphane dans un instant en ligne avec nous, qui est professeur. Absolument. Et c'est déjà à lire dans les colonnes du JD News, qui est paru aujourd'hui. Donc c'est accablant pour l'État et l'éducation nationale. Je peux vous lire un extrait de ce qu'il y aura dans le documentaire de Stéphane Simon, diffusé très prochainement sur C8. Il raconte que Samuel Paty se déplace à la fin de sa vie ensuite de peur de croiser un parent d'élève agressif. Samuel Paty sait sa vie menacée. 5 jours avant l'attentat, Paty envoie un mail à ses collègues leur disant qu'il est menacé par des islamistes locaux. Les collègues qui ont complètement lâché Samuel Paty, ça rappelle un peu ce qui se passe en ce moment à Tourcoing, avec 10 d'entre eux. Personne ne prête attention à sa détresse, pas même le renseignement territorial des Yvelines. Et là, ça passe donc pour le renseignement comme un échec flagrant, qui rédigera un document truffé d'approximations chronologiques minorant la gravité de la situation et l'état de la menace qui pèse sur lui, poursuit donc Stéphane Simon, qui va révéler tout ça dans un documentaire. C'est seul que Samuel Paty succombe au coup de couteau de son assassin islamiste Abdullah Anzorov. Donc voilà, en fait c'est un échec pour tout le monde, pour l'État, pour l'éducation nationale et pour les renseignements. Enquête accablante. On a Stéphane en ligne avec nous. Stéphane qui est professeur, qui est dans le sud-ouest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Cyril, Merci. et bonjour à toute votre équipe. Merci d'être avec nous, Stéphane, sur Europe 1. Merci. Il est 17h14 et c'est vrai que vous allez regarder certainement bien ce documentaire sur C8, sur Samuel Paty. Ce sera le 16 octobre prochain, mercredi 16. Et c'est vrai que vous vous sentez en insécurité, Stéphane, en tant que professeur. Vous êtes professeur dans quelle classe ? Je suis donc dans le secondaire, au niveau collège. Et mon affaire revêt les mêmes paramètres que l'affaire de Samuel Paty. Vous êtes professeur dans quelle matière ? Histoire-géographie. Histoire-géographie, donc pareil. Oui, donc oui. Aujourd'hui, vous y pensez à chaque fois que vous allez enseigner ou pas ? J'y pense à peu près tous les matins depuis 4 ans. Incroyable. Voilà. Donc tout est parti, si vous voulez, d'un différend avec une mère de famille de confession musulmane à propos d'un devoir dans lequel j'avais mis une mauvaise note. Devoir qui comportait des questions sur les persécutions de la communauté juive en Allemagne dans les années 30. Et donc elle avait rendu copie blanche, je l'avais mis à 0. Et j'avais demandé une explication. La mère a exigé de me rencontrer. Et je sortais d'une séquence dans laquelle j'avais honoré la mémoire de mon collègue Samuel Paty. Et je m'étais attardé longtemps sur cette séquence-là, sur la liberté d'expression, sur la laïcité et sur la culture française et l'histoire de France en matière de caricature, notamment celle de Charlie Hebdo. Et ça a considérablement déplu à cette mère de famille qui, je pense, est venue spécialement pour me menacer. Elle m'a menacé directement au cours de la rencontre parents-professeurs. Elle vous a dit quoi ? Elle vous a dit quoi, Stéphane ? Elle m'a accusé donc d'islamophobie. Elle m'a accusé d'en avoir trop fait sur l'affaire de Samuel Paty, que j'étais raciste. Et puis après, le ton est très très vite monté. Vous répondez quoi à ça, Stéphane ? Vous répondez quoi à ça quand elle vous dit ça ? Alors je garde mon calme parce que c'est important de rester très calme. D'accord, et de noter tout ce qui se dit. Alors j'avais 2 collègues qui étaient témoins de l'autre côté, qui ont tout entendu de la conversation. Je lui ai dit de poursuivre, allez-y, parce que je l'ai laissé parler. Et au bout d'un moment, il faut quand même réagir. Donc j'ai contesté toutes les paroles qu'elle avait dites, évidemment. Et vous avez senti un soutien de la part des autres professeurs ou pas ? Alors, si vous voulez, il y a 3 groupes qui se sont formés. D'accord. Il y a un groupe majoritaire qui s'en foutait complètement. D'accord. Qui se sentait pas du tout concerné par ça. Un groupe qui était très hostile à mon égard. Ah oui. Principalement les syndicats islamo-gauchistes qu'on connaît. Et un tout petit groupe, mais très restreint, de gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, mes collègues témoins notamment, mes 2 collègues témoins qui étaient présents dans la salle, et puis l'administration qui était contre moi, parce que mon chef d'établissement m'a absolument pas soutenu. D'ailleurs, il a reçu cette mère de famille par la suite, toute seule, d'accord, sans moi, et je suis sorti en état de choc pour porter plainte au commissariat de Cognac, parce que c'est arrivé à Cognac. Et excusez-moi, parce que je suis un peu ému. Donc j'ai eu, cette femme m'a menacé de me faire connaître le même sort que Samuel Paty. Donc, et elle a été poursuivie, cette femme ? Alors j'ai porté plainte évidemment, et donc le dossier a été transféré au parquet d'Angoulême, mais 4 mois après. D'accord. Et entre-temps, je devais tous les matins me rendre au collège, dans ce collège de Cognac, dans un quartier difficile qui comprend de nombreux fichiers S pour radicalisation. Vous imaginez un peu l'état dans lequel je me trouvais. Et par-dessus le marché, comme cela ne suffisait pas, j'ai reçu de temps en temps des menaces téléphoniques. J'ai jamais su comment. Stéphane, c'était quand ça ? C'était il y a combien de temps ? Ça remonte exactement. Les faits sont datés du 16 décembre 2020, c'est-à-dire 8 semaines après l'assassinat de Samuel Paty. Et pendant plus de 6 mois, j'ai continué à faire mon travail tout le premier semestre de 2021 dans des conditions que vous n'imaginez même pas. Et Stéphane, 4 ans après, c'est vrai qu'on vous sent extrêmement ému. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Parce que vous faites quoi aujourd'hui ? Vous êtes toujours professeur ? Je suis toujours professeur. Et je suis d'ailleurs, je pense, être le seul professeur qui parle à visage découvert en plus, parce que j'ai fait l'objet d'articles de presse dans Charlie Hebdo, dans Valeurs Actuelles, et vos confrères de CNews ont fait une enquête sur moi. Il faut leur montrer qu'on n'a pas peur. Mais c'est incroyable. Aujourd'hui, Stéphane, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire sur Europe 1 ? Il est 17h19, on est en direct. Si les auditeurs nous écoutent,
On est en train de dire aujourd'hui que quand on est enseignant en France, on risque sa vie. Non mais les mecs, on est quand même, quand on dit qu'on marche sur la tête, c'est quand même incroyable. Stéphane, excusez-moi de vous dire ça. C'est fou. Enseigner la laïcité, la liberté d'expression. Quand on est professeur d'histoire, enseigner l'islam et surtout la Shoah, parce qu'il y a un fond d'antisémitisme derrière cette islamisation de société que j'ai pu repérer dans le quartier de Cognac depuis de nombreuses années, parce que j'avais vu des signaux sur lesquels j'avais émis pas mal d'alertes depuis 2014, date de la fondation de l'État islamique, mais ces signaux n'ont jamais été écoutés par ma hiérarchie. Le plus flagrant dans cette histoire, c'est que j'avais envoyé des mails au rectorat de Poitiers qui n'ont jamais été entendus. Je leur avais dit que j'étais dans des situations extrêmement difficiles. Stéphane, les gens, on le disait. Ça rejoint ce qu'on disait sur Emmanuel Macron et l'hommage au 7 octobre. Bien sûr. Ils ont peur. C'est devenu c'est ça. Mais je lis. Donc vous êtes seuls. Quand vous dites les professeurs, parce que quand vous nous avez dit tout à l'heure, il y avait un groupe de professeurs qui s'en fichaient totalement de mon histoire. C'est pas qu'ils s'en fichaient, c'est qu'ils voulaient pas en entendre parler. Ils s'est dit nous on veut pas de problème. Oula, nous on veut pas de problème. Nous, je vous le dis, c'est ça. Je peux vous citer un mot de Jean-Pierre Aubin, le rapporteur du rapport de 2004 sur l'islamisation et les professeurs d'histoire. Il a dit la terreur, ça fonctionne. La terreur, ça marche. Bien sûr. Sachez qu'il y a un rapport du Sénat qui est sorti en avril 2024, fait par un actuel ministre du gouvernement Barnier, monsieur François-Noël Buffet. D'accord. Et dans ce rapport, il est précisé que 56% des professeurs d'histoire s'autocensurent. Oui. Ils ne parlent pas de la Shoah, ils ne parlent pas de la laïcité, bien sûr. ils ne parlent pas de l'islam. Mais moi, j'ai fait le choix inverse. J'en parle, je présente mes caricatures de Charlie Hebdo et je me bats. Bravo pour votre courage, en tout cas, Stéphane. Mais c'est incroyable d'entendre ça sur une antenne, je vous jure. On est en 2024, on est sur Europe 1 et on entend des choses chaque jour. Vous qui nous écoutez, vous devez vous dire, cette émission porte bien son nom, on marche sur la tête. Stéphane, vous venez nous dire qu'un professeur d'histoire aujourd'hui, il ne peut pas enseigner le programme qui est destiné aux élèves, il doit changer son programme de peur de recevoir des menaces, de peur mais Stéphane, ça c'est, excusez-moi, ça s'est accéléré. Un prof d'histoire sur deux. Prof d'histoire sur deux. C'était en 2020 et c'est pire maintenant. C'est la terreur. Et ça s'est pas arrangé puisque depuis qu'il y a eu, depuis qu'il y a eu l'affaire du 7 octobre en Israël, les menaces et les pressions se sont exercées. Les statistiques d'atteinte à la laïcité, rien que les atteintes à la laïcité, on dénombre en 2021-2022, année scolaire 2021-2022, 4710 atteintes à la laïcité. L'année dernière, on avait dépassé les 5500. Mais ce ne sont que des atteintes à la laïcité, d'autant plus qu'elles ont été recensées pour les informations qui remontent. Mais il y a aussi le non-dit, celui qui n'est pas déclaré. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites au sein du système éducatif français, parce que, si vous voulez, il y a un sentiment, un gauchisme culturel, qui fait qu'il y a une part des enseignants qui ont leurs convictions politiques particulièrement choquées et qui ont choisi le camp de l'islam et de l'islam radical et de l'islamisme. Mais il y a aussi, il faut savoir, des enseignants courageux, et je pense à ma collègue de Tourcoing, qui a fait preuve d'un courage extraordinaire et qui mériterait vraiment une citation et puis je pense vraiment des remerciements pour son courage, absolument. Vraiment, j'aimerais bien qu'on puisse même vraiment essayer même un jour de la recevoir, cette professeure, si elle veut bien parler, parce que je suis en admiration devant elle, et cette professeure, aujourd'hui, quand on entend qu'il y a des collègues à elle qui sont aujourd'hui contre elle, c'est incroyable. Bah oui, une dizaine. Vous vous rendez compte dans un lycée, ça veut dire c'est énorme. Hein. Bah oui, c'est énorme. Tout à fait. Bah oui, c'est catastrophique. Valérie Pécresse avait décoré le proviseur de Maurice Ravel, et Amin El-Khatmi, qui était là à ce moment-là, m'avait raconté qu'il était dans un état, le pauvre, mais qu'il est complètement, vous êtes chamboulé, enfin vous êtes sous protection, évidemment, votre vie bascule à ce moment-là, votre vie bascule. Merci Stéphane d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Cyril. Merci beaucoup. Salutations. Je peux ajouter une dernière chose? Bien sûr, allez-y. Un dernier message. Je voudrais dire à tous les leaders politiques, quels qu'ils soient, qu'un professeur d'histoire ou de toute autre discipline qui est menacé dans l'exercice de ses fonctions par des menaces à caractère islamiste n'est ni de droite
ennemi de gauche. Bravo, merci de le dire Stéphane et merci de le rappeler sur Europe 1. Merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant. On aura avec nous ce livre hommage aux 180 000 policiers qui veillent sur les Français. Alors restez avec nous parce que vous allez apprendre des choses de fou puisqu'on aura un policier de la BAC, Arnaud Repars, qui sera avec nous, policier de la BAC, qui est auteur de ce livre incroyable. Et je vais vous dire, ce livre, il dit beaucoup de choses. Et on se demande aussi pourquoi Jean-Luc Mélenchon veut arrêter la BAC. Quand vous lisez ce livre, vous vous dites on va être mal si Jean-Luc Mélenchon passe. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Et il est 17h33 sur Europe 1, on est en direct. Merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 18h, bien sûr. Je vous donne un petit peu le programme. Dans un instant, on va être avec Bartholomé Lenoir, député de la Creuse, porte-parole de l'UDR, qui est avec nous. Il a interrogé le président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre, sur son choix de faire disparaître C8 et Énergie 12. Et puis, on aura également dans un instant Arnaud Repars, policier à la BAC d'Aix-en-Provence, auteur du livre Regard de flic. Vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, 01 80 20 39 21, et on fera un petit point sur la BAC, sur la police. Et c'est vrai que son livre dit beaucoup de choses. Magnifique, le livre. D'ailleurs, je vous l'offrirai d'ailleurs, Gauthier Lebray. Merci. Puisque j'aime quand vous lisez et j'aime quand je vous offre des cadeaux. J'aime beaucoup quand vous me faites des cadeaux. Pour le moment, j'aimerais qu'on écoute Bartholomé Lenoir. C'était hier, je crois. Oui, hier soir. Exactement. Il est avec nous. Merci d'être avec nous en tout cas, Bartholomé. Merci infiniment de votre invitation. Non, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis on va écouter. Écoutez, on écoute votre question sur Europe. Je voudrais évoquer avec vous la décision de l'Arcom de ne pas renouveler sur la TNT les fréquences des chaînes C8 et Énergie 12. Car les 9 membres du collège n'ont pas seulement condamné C8 et Énergie 12, mais aussi des millions de téléspectateurs, comme le prouvent les récents records d'audience de ces chaînes. Alors, vous me répondrez sans doute que la composition de votre collège se veut démocratique, car 3 des membres du collège de l'Arcom sont désignés par la présidente de l'Assemblée nationale, 3 autres par le président du Sénat, et vous-même par le président de la République. Mais je voudrais vous demander si vous vous êtes senti sincèrement légitime à choisir à la place des millions de Français ce qu'ils doivent regarder après une longue journée de travail, ou mieux, après avoir financé, comme contribuable, le financement de l'Arcom. Alors, merci d'être avec nous, Bartholomé Lenoir. Et vous m'avez dit un truc, parce que je vous ai appelé tout à l'heure, et vous m'avez dit un truc que j'ai beaucoup aimé. Il m'a dit, j'aurais fait exactement la même chose si c'était pour Gulli ou TMC. Mais oui. Voilà, la question, c'est pas la chaîne. Oui. C'était pas ça la question que je voulais poser. La question, c'était de dire, est-ce que c'est normal que 9 personnes dans une salle autour d'un bureau puissent décider pour des millions? C'est ça la question que je posais. Donc s'ils avaient dit non, il n'y a plus de TMC, j'aurais dit exactement la même chose. Moi aussi, j'aurais dit exactement la même chose. Donc là, ça tombe sur vous. Je suis très content de vous défendre, pas que ça tombe sur vous. Mais c'était ça le point de ma question. C'était, je pense qu'il y a une vraie crise démocratique et ce genre de décision alimente cette crise démocratique. Vous savez quel est le premier critère pour renouveler une chaîne, Bartholomé? Le premier critère pour renouveler une chaîne? Oui. C'est le pluralisme. Non, ça c'est le deuxième. C'est le deuxième. C'est la liberté. Non, le premier c'est l'adhésion du public. Ah oui. Exactement. Donc voilà, qui est première chaîne TNT, puis c'est C8. Hier encore plus de 2 millions pour Touche pas à mon poste, encore tous les jours 2 millions, c'est incroyable, merci d'ailleurs à vous tous. Et c'est vrai que c'est le premier critère. Deuxième, c'est le pluralisme des programmes. Pluralité des programmes, et puis la diversité des programmes. C8 est la chaîne qui propose le plus de production. Voilà, de toutes les chaînes de la TNT. Donc c'est vrai qu'ils remplissent les deux critères. C8 remplit les 2 critères les plus importants, Bartholomé. Mais en revanche, la première mission de l'Arcom, c'est la liberté. Et c'est là où, en fait, le système s'est renversé. C'est très intéressant parce que c'est des entités qui, à l'origine, sont là pour garantir la liberté. Et dont l'objet est en train de se transformer parce qu'en fait, ils ne garantissent plus la liberté des Français. Parce qu'il s'agit bien de ça. Au fond, le fond du sujet, c'est est-ce que les gens, les Français, sont libres de regarder un programme ou un autre. Moi, je vais vous dire, Bartholomé, moi, je pense qu'ils ont cédé à la pression de la LFI. Je vous dis franchement, ils ont donné raison à LFI en faisant ça. Et pour moi, Énergie 12, c'est un autre problème. C'est une question de production de programmes, voilà, etc. Ça n'a rien à voir. Il fallait que la chaîne soit un peu plus vivante. Et Énergie 12, j'ai peur qu'ils soient aussi des victimes collatérales. Oui, Valérie Vénal. Moi, j'ai une simple question. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu à votre question? Ah ouais, c'est sur la réponse, ça m'a fait penser à un sketch des Inconnus. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais fait tout ce qui était moment de pouvoir. C'était un peu ça. C'était une réponse technique. Oui. Parce que ma question, c'était une question que je lui adressais personnellement. Je lui demandais, comment vous vivez personnellement le fait d'avoir choisi pour des millions de Français? Parce que vous étiez que 9. Oui. Il m'a pas répondu sur ça. Il m'a répondu, vous savez, c'est la loi, etc. Et je lui disais, je sais bien que c'est la loi. Mais moi, je suis critique là-dessus.
Alors apparemment, il vous a dit que c'était dans les mains, il y avait un recours et que pour l'instant, il pouvait pas, il pouvait pas se prononcer. Il a voté en touche. Et quand le recours sera rendu, il vous donnera les raisons pour lesquelles il a décidé de supprimer C8. C'est ça. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Alors en plus, je le dis, Roch-Olivier Mess, le patron de l'Arcom, il est plutôt sympa, le président de l'Arcom. Non, c'est vrai. Il est vraiment sympa. C'est un mec sympa. Moi, je l'ai rencontré une fois. C'est un mec sympa. C'est un mec vraiment tu l'aimes bien. Tout le monde l'aime bien. Non, mais c'est vrai. Il est très professionnel. Ouais. Il est sympa. Très compétent, je pense. Non, vraiment, c'est un mec sympa. Après, il a un collège de 9 personnes, et puis je pense qu'il subit des pressions aussi. Je pense qu'il a cédé à la pression de la LFI aussi. Hein. Mais alors, sur les pressions, sur ce que vous dites, il y a quand même un point justement très intéressant, c'est que je pense que c'est Eugénie Bastier qui en parlait dans un de ses livres sur la dictature des ressentis. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette décision-là, effectivement, ils subissent la pression des minorités, mais ils ont oublié la majorité. Oui, c'est ça. Et à un moment donné, il faut quand même on est là pour la majorité. Je suis d'accord. Effectivement, il faut soutenir les minorités, etc., mais il ne faut pas que ça aille au détriment de la majorité. Et je vais vous dire, moi, quand on me demande si je suis pour supprimer LFI, parce que c'est une question qui se pose énormément, c'est une question que à chaque fois je dis, il n'est hors de question de supprimer la France Insoumise. Il faut les laisser d'interdire, oui. Exactement. Bien sûr. C'est vrai. Il y en a qui veulent interdire le Rassemblement national. Bien sûr, on n'interdit personne. On a très vite, on a Philippe qui est avec nous en ligne sur Europe 1 qui voulait réagir là-dessus. Philippe Duvar. Merci Philippe d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour. Merci Philippe d'être là. Vous avez aimé la question de Bartholomé Lenoir, le député de la Creuse? Oui, votre émission porte bien son nom, on marche sur la tête, quoi. J'ai plus de 60 ans, donc je vois la politique d'année en année, en décennie, on marche sur la tête, quoi. Ils veulent revenir comme en ex-URSS, ex-Russie, nous imposer des choses. Moi, je vais vous dire franchement, je vous regarde depuis 2 ans, je commence à vous apprécier parce que j'ai plus de 60 ans, mais on marche vraiment sur la tête. Moi, je zappe. Quand je regarde des chaînes qui me plaisent pas, je zappe. Donc je ne comprends pas qu'on veuille vous supprimer. Si on vous aime pas, on vous regarde pas. C'est tout. Exactement. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est quand même curieux de supprimer quand même le premier talk de France. Excusez-moi. Hein. C'est quand même le premier talk show de France. Première chaîne de la TNT. C'est quand même 2 millions. Ils vont faire quoi les téléspectateurs? Mais c'est fou. Je vous jure, on marche vraiment sur la tête. Ah oui, vraiment. Votre titre d'émission va vraiment colle bien avec, en ce moment. Colle bien avec la période. Et puis 300 salariés au passage. Exactement. Merci Philippe de nous avoir appelé sur Europe 1. Merci beaucoup Philippe. Je voudrais remercier Bartholomé Lenoir d'avoir été avec nous, député de la Creuse. Vous venez nous voir pour un autre sujet quand vous voulez. Hein. Avec grand plaisir. Et je tiens à dire qu'il y a beaucoup de Creusois qui regardent C8 et c'est ça le sens de mon mandat aussi, c'est de défendre ces gens-là qui ont la liberté de regarder ce qu'ils veulent, soit TF1, C8. Exactement. Et donc je veux leur passer un message de sympathie à la Creuse et de défense de leur liberté. Et j'embrasse aussi tous les téléspectateurs de la Creuse. Voilà, et merci à Bartholomé Lenoir d'être venu nous voir sur Europe 1. Vous revenez quand vous voulez. On va se retrouver dans une minute. Regard de flic, le livre hommage aux 180 000 policiers qui veillent sur les Français. On va en parler avec Arnaud Repars dans un instant. Et c'est vrai qu'on va voir quel est le moral des policiers en ce moment. C'est pas fameux. On va en parler dans un instant sur Europe 1. Tout de suite. 17h42, on est sur Europe 1, merci d'être avec nous. Si vous voulez nous dire quelque chose, si vous voulez réagir bien sûr sur la police, n'hésitez pas, 01 80 20 39 21, puisque nous sommes avec Arnaud Repars, Regard de flic, aux éditions Hugo Images. C'est un livre magnifique, bien entendu, sur la police, policier à la BAC d'Aix-en-Provence. Merci Arnaud d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Ça nous fait bien plaisir, et puis votre livre est incroyable. C'est vrai que dans votre livre, vous dressez le portrait de ces policiers qui se dévouent corps et âme pour assurer la sécurité de nos concitoyens et vous rappelez que ce sont avant tout des hommes et des femmes. C'est ça en fait. C'est exactement ça. Oui. J'ai eu à cœur de montrer, vous savez, la police, on est énormément fantasmé. On peut être autant aimé, admiré, qu'au contraire craint, détesté. C'est assez particulier. Et moi, j'ai eu envie de faire parler ses collègues, de leur donner la possibilité de relater les faits marquants de leur carrière. C'est ça. Voilà. J'ai eu envie que les lecteurs, qu'ils soient collègues ou non, puissent plonger au cœur même de la police, des policiers, de ce que c'est qu'être policier. Mais c'est sûr. Alors, c'est vrai que vous dites, on a tendance à oublier que les policiers sont des humains avant tout. C'est ce qui ressort du livre. Aujourd'hui, comment vont les policiers moralement ? Je peux pas parler pour l'ensemble des collègues, mais c'est sûr qu'il y a un peu de fatigue. Il y a eu beaucoup d'événements dernièrement, mais on est toujours là. Moi, je vais vous dire, je pensais que Jean-Luc Mélenchon allait vous faire du mal, mais je pense qu'il vous fait du bien. Dans l'opinion publique, je pense qu'il vous fait énormément de bien, parce que je pense qu'il énerve tellement les Français que les Français aiment encore plus la police grâce à lui.
Par effet de balancier, quoi. Ouais, voilà. Tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Je vous jure, moi, je sens un regain d'amour pour la police, pour la gendarmerie, pour l'ordre. Et c'est vrai que je pense que ça vient aussi en fait, c'est une réaction épidermique à Jean-Luc Mélenchon. Mais il excite aussi les anti-flics. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est son. Après, honnêtement, je pense aussi, certes, il y a ce qui est politique, mais il y a aussi le travail des collègues. Je pense que les collègues, l'ensemble des collègues font au mieux pour protéger et servir. C'est quand même notre domaine de compétence. Ils se donnent à fond en prenant des risques. Et je pense que la récompense, c'est un peu ça, justement. C'est de voir tous ces gens... Alors, justement, parce que plus d'amour. Dans votre livre, vous citez, vous avez que des collègues qui ont été confrontés dans leur travail à des situations de grande violence. Est-ce que pour vous, il y a de plus en plus de violence dans la société? Est-ce que vous sentez que déjà la violence, on le voit, à Marseille, 60% des personnes mises en examen pour assassinat ou tentative d'assassinat ont entre 14 et 21 ans. Alors, il y a plus de violence et c'est encore des mecs de plus en plus jeunes. Disons qu'il y a une banalisation de la violence. Ça, c'est certain. Quant à l'âge, je suis pas certain qu'il y ait réellement de plus en plus jeunes. Je pense que ça a toujours existé, cette jeunesse qui est un peu violente. Il y a toujours une part, moi je l'ai connue, ça fait presque 20 ans que je suis policier. Quand j'étais à Agnières-sur-Seine, j'avais déjà ce phénomène-là. Mais est-ce que vous aviez ce phénomène? Là, on a vu encore cette semaine un jeune de 14 ans qui avait été payé pour un contrat. C'était des choses qu'on voyait pas avant. Non, ça on l'avait pas. C'est vrai qu'on l'avait pas. J'espère que c'est un fait exceptionnel. Alors apparemment, on va espérer, mais apparemment Arnaud, malheureusement, je pense que c'est justement une nouvelle méthode. C'est-à-dire que, vous savez, ils savent toujours contourner les lois. Ils se disent, on va envoyer des jeunes mineurs, et aujourd'hui, des mineurs sont devenus des tueurs à gages. On a vu qu'il y a un chauffeur VTC qui a pris une balle dans la tête. Après, est-ce que c'est contourner des lois ou c'est se servir un petit peu de la naïveté de ces jeunes-là? Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. On le voit des fois sur des points de vente de produits stupéfiants où ce sont des mineurs qui sont là. Ils prennent des jeunes un peu désœuvrés, qui n'ont pas forcément de cadre, qui n'ont pas forcément de but. Un peu malléable, voire même énormément malléable. Et je pense que c'est ce qui a dû se passer. Bartholomé Lenoir, vous, dans votre circonscription, la Creuse, est-ce que vous sentez qu'il y a plus de violence encore ou pas? Non mais moi, dans la circonscription de la Creuse, il y a des points de deal de drogue dans des communes de 2000 habitants où la commune la plus proche est à 10 km. Je veux dire, dans la Creuse, qui était... un lieu paisible, etc. Il y a une explosion. J'ai visité le commissariat de police, j'ai visité les gendarmes. Tous les chiffres vont dans le même sens. Ça monte, délinquance, etc. Donc oui, moi on le voit partout en France. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est partout. Moi Arnaud, je voulais vous dire un truc, c'est que quand on voit le commissariat de Cavaillon incendié cette nuit, des policiers évacués, on a l'impression que la délinquance n'a plus peur de la police. Aujourd'hui, c'est fou, on le voit, les policiers sont plus en sécurité. Vous vous rendez compte de cette phrase? Les policiers ne sont plus en sécurité. À cause de la délinquance urbaine, Et là, c'est la drogue encore à Cavaillon. Oui, je sais. C'est répercussion des dealers qui se sentent trop emmerdés par les flics. Exactement. Et qui donc vont cramer le commissariat. C'est l'opération Place Nette qui a fait qu'il y a eu ces répercussions. Et puis il y a tous les messages du style la police tue, etc. Exactement. Les messages politiques qui disent la police tue. Mais c'est vrai que quand on voit des dealers qui s'en prennent à un commissariat. En représailles. Oui, en représailles. Ici, c'est quoi ça? Je pense qu'ils se prennent un peu pour une bande rivale par rapport à nous. Il y a un rapport de force qu'ils essaient d'installer. Bien sûr, oui, mais un rapport de force aujourd'hui, c'est bizarre d'installer un rapport de force avec la police. Il n'y avait pas de rapport de force. Rudy Mana, policier dans le sud de la France, explique que maintenant les narcotrafiquants ont plus de moyens que les policiers. Et sont donc mieux armés, mieux équipés que les policiers, que la police marseillaise. Donc le rapport de force, comme on vient de l'entendre, il est du côté des narcotrafiquants plus que de l'État et de la police. Et puis ils ont des moyens financiers colossaux. Oui, mais en plus, le problème qu'on a, c'est que derrière, mine de rien, les peines sont souvent dérisoires. Alors c'est la question que je voulais vous poser par rapport au lien à la justice, parce qu'il y a un chiffre totalement inédit et très, très inquiétant, c'est le nombre de démissions dans la police et la gendarmerie. 15 000 l'année dernière dans la police, c'est du jamais vu. 11 000 dans la gendarmerie, 10% des effectifs. Donc des agents de force de l'ordre qui disent on arrête. Quand il ne se suicide pas. Arnaud Repart, policier à la BAC, qu'est-ce que vous dites de cette question? Après, il y en a peut-être qui se découragent un petit peu pour beaucoup de raisons. Nous, là, le but, c'est de rester unis et de justement ne pas baisser les bras face à cette délinquance, de montrer qu'on est toujours présent, on va occuper le terrain, on va faire ce qu'il faut.
Et voilà, faut pas lâcher. Il y a de moins en moins de jeunes qui veulent devenir policiers ou gendarmes. Honnêtement, j'ai pas les chiffres. Ah ouais, mais bon, c'est vrai que c'est quand même, il y a de moins en moins. C'est très dur. Bah, bien sûr que c'est très dur. Pas très bien rémunéré en début de carrière. Bien sûr. Très dur. Ah oui, c'est les enfants du peuple. Il faut jamais l'oublier, les gendarmes et les policiers. Vous avez l'air plus optimiste que vos collègues, Arnaud. Il faut l'être. Ouais, vraiment. Je pense qu'à partir du moment où on baisse les bras, on n'aura rien de bon. Donc je préfère me dire qu'on va aller de l'avant tous ensemble. Et vous êtes heureux en tant que policier de la BAC ? Bien sûr. Vraiment, vous êtes heureux. Ouais. Sinon, j'aurais arrêté la BAC. Sinon, même la police, c'est un métier qui est quand même assez, certes difficile. Ça peut être moralement, ça peut être à plein de niveaux. Par exemple, on peut le voir dans ce livre avec Damien qui a perdu l'usage d'un œil sur des violences urbaines. Romain qui a eu une partie de la boîte crânienne arrachée juste parce qu'il patrouillait. Voilà, donc juste pour se faire du flic. Mais juste, Arnaud, aujourd'hui, moi je parle avec énormément de policiers aussi qui me disent, parfois, on laisse tomber certaines affaires, on n'y va pas, on nous appelle pour des trucs, on se dit on n'y va pas, de toute façon, même si on les attrape, les mecs vont être dans 48 heures dehors. Est-ce que vous pouvez lâcher l'affaire parfois sur des... Non, vraiment. Non, ça je peux pas. Vraiment ? Ouais. Parce que c'est vrai qu'on... Alors, c'est peut-être quelque chose qui est ancré au fond de moi, mais à partir du moment où je peux apporter du bien à une personne, parce qu'il y a des victimes derrière une affaire, c'est pas juste baisser les bras. Oui, mais quand vous voyez que la personne que vous avez interpellée, vous avez mis des semaines à mener une enquête et que derrière, elle est dehors dans 48 heures après, ça vous fait quoi ? Je me dis que je le referai. Ah ouais ? Ouais. Ah, vous allez retourner ? Oui, bien sûr. Vous comprenez que vous êtes comme ça, vous comprenez qu'il y a des collègues à vous qui disent, les mecs, on va pas s'embêter. On va pas prendre des risques en plus maintenant, parce qu'on met notre vie en jeu, souvent sur des interpellations, même dans des cités, c'est vrai. Les mecs n'y vont plus, hein. Ils me disent, moi j'ai une famille. Les quartiers nord de Marseille. Combien j'ai de potes policiers qui m'ont dit, moi Cyril, moi j'ai une famille, je vais pas aller m'emmerder, aller attraper un mec pour un petit truc, je vais essayer de l'attraper, je risque de me faire caillasser, et derrière le mec va ressortir 48 heures après, donc je préfère ne rien faire. C'est sûr qu'il faut prendre en compte les risques, faut pas faire tout et n'importe quoi, ça là-dessus je suis d'accord. D'accord. Je suis largement d'accord. Donc on laisse passer des choses. Il faut travailler en sécurité. Oui, donc on est obligé de laisser passer certains trucs. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, le policier n'est plus en sécurité dans certains endroits. Oui. Alors, moi, sur ma circo, j'ai pas ce problème-là. D'accord. Donc, voilà. C'est où votre circo ? Aix-en-Provence. D'accord. Ouais. Très bien. Donc c'est vrai que vous êtes à Aix-en-Provence, c'est plutôt... Il y a des affaires, on les fait, et comme je vous dis, on est tout un groupe à travailler en sécurité, à faire en sorte que les affaires se fassent et qu'on puisse interpeller et rentrer à la maison le soir. C'est ça le plus beau des cadeaux. Est-ce que vous vous rendez compte, à Cavaillon, le commissariat a été évacué alors que 5 gardes à vue étaient en cours. C'est incroyable ce qui se passe, et ça c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc Arnaud repart, je vous dis bonne chance pour la suite. Regard de flic, c'est votre livre. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Mais quand on entend des trucs comme ça, on se dit franchement, c'est une dégringolade. Hier la prof qui se fait gifler, aujourd'hui le commissariat qui se fait attaquer. En flamme. C'est n'importe quoi. Merci Julie. Quand je vous dis qu'on marche sur la tête dans ce pays, je crois que vous serez d'accord avec nous. Merci Arnaud d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bravo. Bravo de pas baisser les bras surtout. Ah bien sûr. Et là Arnaud il est bien, il est dedans. Bravo. Il est bien, il est à fond. Il est serein, il est zen. C'est bien, ça fait plaisir de vous voir comme ça. Merci Bartholomé Lenoir d'avoir été avec nous, député de la Creuse. Merci beaucoup. Merci, vous revenez nous voir quand vous voulez, mais Arnaud aussi, vous revenez nous voir quand vous voulez. Plaisir. Et les autres, vous êtes payés, donc vous revenez demain. Allez, on va vous laisser avec Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1, et on se retrouve à la télé. Merci les chéris d'avoir été avec nous.